Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo un petit peu pour découvrir avec vous, donc je vais le faire en direct avec vous, cette nouvelle version de Shi2Box basique qui est Shi2Box 2.0. Alors Shi2Box, on l'utilise, il est connu pour l'impression résine, c'est je pense l'un des slicers les plus utilisés pour imprimer en résine et dans sa version gratuite notamment. Moi personnellement j'utilise Shi2Box Pro, j'ai une licence pour Shi2Box Pro, mais j'ai beaucoup utilisé Shi2Box dans sa première version. Et Shi2 System nous vient ici avec une version 2.0 qui intègre toute une série de nouveautés. Alors je ne vais pas forcément en faire le détail ici complet, mais vous voyez, on a toute une série de nouveautés sur une nouvelle interface utilisateur, un système basé sur le cloud pour le RMA, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est une plateforme intégrée avec les profils d'impression standard en fonction des marques et tout ça. Ils disent qu'il y a une série de pièces standards basées sur le cloud. On a un nouvel algorithme pour le slicing et le sauvegarde des fichiers. Un nouveau système pour l'auto-support. Voilà, tout plein de nouvelles fonctionnalités. Alors je vous mets cette page dans la description, mais on va aller regarder ça directement dans le slicer. Alors comme vous le voyez ici, quand on démarre cette nouvelle version de Shi2Box 2, alors je suis sous Mac, je préviens, et ça c'est un point à savoir, ils offrent une version ARM et également une version Intel pour Mac, et donc ça c'est plutôt quelque chose que je trouve sympathique. On a toujours notre petite icône ici qui nous dit qu'on peut upgrader pour Shi2Box Pro. Pour le moment, on n'a pas de version de Shi2Box Pro qui correspond à l'amélioration ici de cette version 2.0, mais ça devrait arriver. Donc alors, je vais commencer. Alors moi ici pour le moment, j'ai deux imprimantes résine. J'ai la Saturn 3 Ultra et la Jupiter SE de chez Elegoo. Donc on va aller voir du côté de chez Elegoo. Et je vois que j'ai déjà le profil pour la Jupiter SE et j'ai également le profil pour la Saturn 3 Ultra. Alors on ne peut pas sélectionner les deux en même temps, donc on va commencer avec la Jupiter SE. Si je dis Next, j'arrive à cette interface-ci avec le profil. Là ici pour le moment je vais bouger à rien. On a ici ce profil par défaut. Donc alors on est au niveau ici de la machine. Si on clique ici, ici vous voyez, ça ne fait que descendre dans le menu. On a l'onglet résine avec le type de résine qu'on va utiliser, ça on peut changer. Print, ce sont les paramètres d'impression avec, il nous illustre ici et ça ressemble à ce qu'on avait déjà, mais c'est mis en forme un peu différemment. Et Advance, au niveau avancé, on a ici une série de petites fonctionnalités qu'on va pouvoir activer ou non. Par exemple, une compensation des tolérances, une compensation des tolérances pour les couches du fond, une compensation des temps d'impression. Alors ça, c'est quoi par exemple? Imaginons que des fois, le slicer n'est pas tout à fait correct par rapport au temps réel où ça a imprimé. Ah, j'ai bientôt plus de place sur mon Mac. Donc voilà. Avec cette petite option, on peut calculer. Le slicer va nous dire qu'il nous faut 12 heures et 14 minutes pour imprimer un fichier. Et puis après, on va l'imprimer et l'imprimante va nous dire il a fallu 13 heures et 22 minutes. On va pouvoir venir ici dire tiens, il y avait un décalage d'autant. Et vous voyez, on a une petite règle qui nous le dit. Le logiciel nous disait qu'il fallait 12 heures machin. En fait, ça m'a mis 13 heures et des. Et pam, il applique comme ça une compensation. Bon, c'est toujours utile. Et on voit ici tout de suite la nouvelle interface. Alors on a une nouvelle interface, mais qui est en même temps une interface qui se rapproche de l'interface de Shi2Box Pro. On le voit tout de suite ici par exemple avec le menu ici en dessous qui est très caractéristique de Shi2Box Pro. On a les différentes imprimantes dont on dispose et qui sont configurées. Donc on vient de configurer la Jupiter SE, je vais rajouter la Saturn 3 Ultra. Là encore pour le moment je ne bouge à rien, on verra ça plus tard. Je vois ici que j'ai plusieurs fichiers de configuration, donc
pour de la fast résine, pour de la résine standard mais imprimée vite, ou pour de la résine standard imprimée normalement. Donc on peut voir ici les différences. Voilà, alors ici le menu, vous voyez, ça part un peu, un peu vite, mais on voit ici les différences d'impression. On est à 300 mm par minute plus 1000 mm par minute en fast, et en normal on a du 90 plus 320, voilà, du 320 plus 90. Bon, on va rester pour le moment ici dans cette découverte. C'est pas un cours, hein, donc je découvre avec vous plutôt ici la nouvelle interface. Et donc on peut voir ici, donc on a nos deux plateaux, alors avec une espèce de visualisation en 3D de notre plateau, hein, vous voyez, ça c'est rigolo, avec le plateau de la machine en elle-même. J'imagine qu'ils n'ont pas ça pour toutes les machines, mais ça correspond effectivement à la modélisation 3D du mécanisme d'attache du plateau de, en tout cas, ces deux imprimantes-là, ici Jupiter et ici Saturn. Donc, dans l'interface ici, quelque chose qui est proche de Sheet2Box Pro. On va avoir ici notre liste de fichiers. Je vais prendre un fichier, on va regarder ça après. On va avoir un menu latéral avec des fonctionnalités. Alors ici, le pointeur pour le type de sélection, soit une sélection comme ceci quand on a plusieurs objets à sélectionner, soit une sélection où on clique sur les objets. Le gizmo de modification, mais le plus simple, je pense maintenant, ça va être d'ouvrir un modèle. Alors voilà, j'ai ouvert, donc ici, il me laisse pas beaucoup de temps, hop, trop tard, il me disait en gros que les modèles dépassaient la taille de plateau et il me demandait si je voulais le réinitialiser. Donc on voit ici que j'ai plusieurs fichiers, alors je vais pas l'imprimer là maintenant, hein, c'est pour qu'on regarde un petit peu comment ça fonctionne. J'ai trois fichiers, mon modèle qui est en trois parties. J'ai ici mon cloud avec sa grosse épée. J'ai ici la base. Et on voit ici sur le côté droit, on a la liste de nos objets. On peut masquer un objet en cliquant sur le petit œil. On peut sélectionner un objet en cliquant sur le nom. Et on peut en sélectionner plusieurs en cliquant sur le petit carré, voire tous en cliquant ici sur le petit carré ici en haut. Si je viens cocher ici, j'ai une boîte qui apparaît, et ça encore, hein, c'est comme dans Sheet2Box Pro, j'ai une boîte qui apparaît avec les dimensions en gros que prend ce modèle sur mon plateau, hein, parce que c'est des fois pas facile de savoir quand on a comme ça une pièce organique qui n'est pas entièrement carrée, on va dire, ou rectangulaire. On peut activer ou non le détecteur de collision ou le détecteur de cavité. Alors on va essayer, je vais hop les mettre ensemble, et là vous voyez il me dit ah, il fait la gueule et il me dit collision overlap détecté. Donc et si je clique pour lui demander d'éviter les collisions, et il le met là. Alors ça me paraît pas très cohérent, hein. Il aurait pu le mettre autrement sur le plateau, peut-être que c'était parce qu'il y avait l'épée. On va voir. Bon, là ils sont plus en collision l'un avec l'autre, mais il n'a pas orienté correctement. Mais bon, en tout cas, voilà, on a cette fonctionnalité-là. Au niveau de notre menu ici sur le côté, donc on va avoir le gizmo de déplacement qui peut fonctionner comme ça, ou on peut venir ici avoir des commandes manuelles, voire en tapant, hein. Je veux qu'il soit à 50, voilà. On peut venir le redéposer sur le plateau, hein. Ça c'est... Vous voyez, si je l'ai monté comme ceci et que je dis hop, redépose-le sur le plateau, il redépose. C'est à peu près pareil pour la rotation, sauf que on peut lui demander de faire une auto-orientation. Et là, vous voyez, il me fait une auto-orientation. Hop. Mais l'auto-orientation, voilà, moi personnellement, je l'aurais pas orienté comme ça, hein. Parce qu'on va avoir tous les supports qui vont être au niveau de la pièce qu'on veut imprimer, et moi j'aurais plutôt fait l'inverse. Je l'aurais ici orienté de manière, voilà, plutôt comme un petit peu comme ceci, en gardant notre angle de 45 degrés, mais avec plutôt sur le bas, hein, sur le bas de la structure, où on aurait les supports qui viendraient se marquer principalement. Bon, voilà. Donc l'auto-orientation, en tout cas à ce niveau-là, me paraît pas
pertinente, surtout qu'elle change, enfin voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il oriente automatique, mais ça je suis pas hyper convaincu, j'étais pas déjà très convaincu non plus avant, mais voilà, c'est comme ça. On va avoir le menu de redimension où on peut voilà, verrouiller le ratio et faire en sorte que le diamètre des supports reste inchangé si on modifie la taille, si on a déjà généré des supports. Bon, voilà, scale to fit, ça permet de dire mets-le à la taille maximum que mon imprimante veut bien accepter dans l'orientation dans laquelle il est. Hein. Donc si vous, je dis ça parce que si vous voyez ici, il a une taille en Z de 210 et une taille en Y de 135. Si je viens faire flatten by face et donc que je lui dis de venir être à plat par rapport à cette face-là et que je lui dis scale to fit, on est sur quelque chose de différent. Hein. Vous voyez, la taille est un peu différente. Donc c'est s'adapter par rapport à l'orientation que vous avez donnée, hein. Pas l'orientation, pas la taille absolue que l'imprimante peut accepter. Et enfin, on a un mode miroir qui nous permet, alors si on garde par exemple le modèle original, ça nous permet de créer une deuxième pièce, mais qui est comme ça, vous voyez, inversée sur l'axe X par exemple ici. Ça peut être utile dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi de nouveau au niveau de l'interface? On voit ici qu'on a, login, on peut se loguer. Et une fois qu'on est connecté, on a ici un user center avec des messages. Donc ça, c'est, j'imagine, si on a des tickets ou autre. Et dans Material Center, on peut gérer notre collection de matériel qui sera alors sauvegardé dans le cloud. Et on peut switcher les utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. S'il y a plusieurs utilisateurs qui utilisent la même machine, on peut switcher. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ensuite, on voit ici des icônes que nous n'avions pas avant. C'est les Standard Parts et le Resin Alliance. Et alors ici, la petite cloche qui nous amène à nos messages. Le Standard Part, c'est une interface dans le cloud avec toute une série de petits modèles qu'on va pouvoir désormais télécharger directement et imprimer. Par exemple, des modèles pour tester notre imprimante. Imaginons ici que je veux tester la calibration de mon imprimante avec la résine, etc. Je peux télécharger ici ce modèle. Alors, je vais cacher les autres. Alors, vous voyez, ce qui est amusant, c'est qu'il me dit toujours que je suis en collision parce que j'ai caché les autres, mais ils sont encore présents. Hein. Bon, c'est pas grave. On voit que maintenant, on a un modèle qui peut nous servir à tester notre imprimante et voir si on a fait ça bien comme il faut, notre calibration et le réglage des temps d'exposition, etc. On voit aussi dans cette Standard Parts, comme ils appellent ça, on peut avoir des outils auxiliaires, enfin ils appellent ça des outils auxiliaires, donc par exemple un truc pour imprimer une lame, des petits tweezers, des charnières, un truc pour les tournevis, des chaînes, un support pour téléphone, enfin bref voilà. On a quelques modèles comme ça, j'imagine qu'ils vont rajouter ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des pièces mécaniques avec des écrous M3.8, des écrous M3, voilà, enfin on peut donc avec par exemple une résine ABS-like se dire tiens, on va imprimer ça, par exemple une poignée, ça c'est intéressant aussi également. Voir des géométries mathématiques en 3D, donc un cube de Hilbert par exemple, alors ouais, je trouve ça rigolo. Si j'en mets un là, hop, il est où mon cube de Hilbert? Il est ici en dehors. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo, cette nouveauté, cette nouvelle interface. Alors, on a également Resin Alliance qui est une des grandes nouveautés. C'est une base de données des résines, hein, et avec les temps d'exposition et tout ça, puisque ça, c'est un des grands soucis, hein, c'est de se dire, tiens, j'ai acheté une nouvelle résine, c'est quoi le temps d'exposition? Ils disent ça, mais il y a des plages, ils disent, ah oui, le temps d'exposition, c'est entre 1,9 et 5, oui, ça me fait une belle jambe. Ici, c'est vraiment... Chitou avait décidé de mettre en place une alliance avec les grands constructeurs pour avoir une base de données des résines qui seraient testées par eux-mêmes. Alors, je suis ici dans l'interface et j'ai ma Jupiter. Et je me dis, tiens, j'utilise ici... Tiens, c'est marrant, regardez. Si je regarde ça, je vois ici Elegoo Saturn 4 Ultra.
on dirait que Shi2Box a vendu la mèche sur quelque chose. Donc voilà, je vais prendre ma Jupiter SE. Alors là, il n'y a justement pas dans le truc, mais c'est pas grave parce que Jupiter et Jupiter SE, c'est la même chose au niveau mécanique et de l'écran, etc. Donc, je vais prendre une marque de résine. Par exemple, là, j'ai de la S-Edity. Et donc, je sais maintenant qu'avec ma Jupiter SE et la S-Edity, je peux prendre ce profil à 50 microns. Voilà. Donc maintenant, je fais télécharger et il me demande si je veux charger les paramètres. Et voilà, dans ma Jupiter, j'ai désormais le paramètre de cette résine-là et je peux l'utiliser tel quel. Et a priori, bon, je vais le tester, mais on le verra pas dans cette vidéo. Mais je devrais pouvoir fonctionner, travailler comme ceci. C'est donc là aussi une des grandes nouveautés de ce Shi2Box 2.0. Ensuite, en petite amélioration aussi, on a ici le mode de visualisation, mat ou reflétant, donc une vue ombrée ou une vue plate. Donc voilà, ça c'est utile pour certains. On a l'auto-layout, alors ça, on va le tester. Je vais réduire leur taille, voilà, ici. Et je vais lui demander un auto-layout, c'est-à-dire qu'il les dispose correctement sur le plateau. Je lui demande tous, et hop, voilà, il me les dispose. Alors, il les oriente pas, il les dispose. Après, si je demande une auto-orientation, il me le met comme ça. Bon, voilà. Je pense que si vous faites ça, vous allez avoir un résultat correct. En fait, ce qu'il essaye, c'est d'orienter à 45 degrés. Il va pas essayer de réfléchir, tiens, quelle est la meilleure face que je vais orienter à 45 degrés. Là, il faut un petit peu être critique par rapport à ça et de se dire, globalement, ils vont venir par ici, mes supports, donc j'aurai des dégâts de support au moment où je retire mes supports, plus sur cette face-là, j'aurai du post-traitement plus sur cette face-là. Est-ce que ça va m'ennuyer ou est-ce que je préférerais que c'est ait lieu dans le dos? Bon, voilà, ça, c'est à vous à voir. On a toujours la fonction ici d'évidage. Alors là, c'est pour éviter une pièce trop lourde, on peut évider ça. A priori, si vous êtes intéressé par l'impression résine, vous connaissez ça, mais vous voyez ici la pièce est plane. Si je viens lui demander de faire un évidage, que je garde un périmètre, un mur ici de 2 mm, il va évider. Alors animation, c'est pour avoir une petite animation, et infill, c'est pour faire une petite structure à l'intérieur pour éviter que la pièce casse en fait une fois qu'elle est complètement évidée. Donc je vous montre ici, si je fais start, il évite quand même assez vite, on le voit arriver ici, hop, et en fait il évite toutes mes pièces. Et on a ici, on l'a vu au début, mais on s'y était pas intéressé, le détecteur de cavité qui fait la gueule directement. Alors il nous dit quoi? Eh ben que on a une cavité interne qui pourrait contenir de la résine et faire des problèmes. Et alors il nous dit il faut faire un trou. Donc si je clique sur Dig All, on arrive sur cette fonctionnalité là juste à côté et on peut faire un trou qu'on veut. On peut garder la petite pièce du trou et là on vient dire oui, fais-moi un trou, je sais pas moi, d'un diamètre de 6 ici comme ceci, voilà, et maintenant j'aurai un trou d'évidage avec la pièce qui est ici et je pourrais m'en servir pour reboucher une fois que j'aurai tout nettoyé. Et enfin, on a une fonction de réparation. Ça peut arriver des fois qui vous dit que votre modèle n'est pas dit manifold, c'est-à-dire qu'il n'est pas étanche. Et voilà, il va essayer de réparer, replacer l'orientation des faces. Enfin voilà, ça ce sont tous des termes, des choses qui sont plutôt liées à la modélisation 3D. Bon, c'est pas vraiment utile que je vous casse les pieds avec ça maintenant, mais en gros, si vous avez un message qui vous dit que votre STL a une erreur, vous cliquez sur réparer et il fait a priori une réparation automatique du modèle. Alors ça peut prendre un petit peu de temps de faire cette réparation, mais c'est utile des fois pour éviter les erreurs d'impression. Si je mets ici ma souris sur Slice, il me dit que j'ai un pop-up qui me rappelle, attention, vous utilisez tel profil de configuration. C'est bien, c'est la S-Edity que je voulais. Si je clique sur Slice, il me fait, et là je vois, je constate que c'est beaucoup plus rapide qu'avant, il me fait un slice très rapide et je peux sauvegarder. Alors je n'ai pas fait la détection des îlots, je n'ai pas mis les supports, vous le voyez,
Là, imprimer comme ça, c'était pour vous montrer, imprimer comme ça passera pas du tout, hein. Mais on a la possibilité d'envoyer par le réseau notre imprimante. Alors moi, elle n'est pas allumée ici, mais si elle était allumée, ma Saturn 3 apparaîtrait. Par contre, la Jupiter n'a pas de connexion réseau, donc on ne le verrait pas. Et on peut également ici venir sauver en G-code. Alors, je le disais, il y a une chose que je n'ai pas fait du tout et qui va devoir être fait, c'est de mettre des supports. Et donc, les supports, c'est le menu ici. En cliquant là, on a le menu qui est aussi à peu près le même menu qu'on a dans Shi2Box Pro. On va d'abord pouvoir ici demander qu'il détecte les îlots. Et donc on peut lui demander d'être très sévère dans sa détection ou moyen ou pas beaucoup. Je vais lui dire d'être très sévère. Je vais cliquer là. Et là, il va chercher les îlots, c'est-à-dire les points qui sont dans le vide. Alors, il en a détecté 143. Et donc là, je peux les passer un par un et dire, ok, je vais mettre un support là, hop, il n'y en a plus que 142, puis là, je vais en mettre un là, ici, puis là, je vais, enfin, voilà, vous voyez un petit peu le raisonnement. Alors, c'est là qu'il faut bien une différence avec Shi2Box Pro, hein, c'est que ici, on a un bouton dans Shi2Box Pro qui nous permet d'appliquer directement un support sur tous les îlots et puis après, venir faire ça nous-mêmes autrement. Ici, on va juste lui demander de faire un auto-support, si on veut, hein. Cette fonction-là, c'est plutôt pour s'assurer après que notre auto-support a été correct. Je vais lui dire de faire un auto-support avec des supports de type... Alors, on a encore une petite erreur ici, hein, de typo. Des supports moyens. Si je clique sur auto-support, il va me demander est-ce que je veux supprimer tous les supports. Je lui dis oui. Et voilà, là, il a détecté, il a mis des auto-supports, mais vous voyez, il n'a pas mis des supports enfin, il reste 63 où il en manque. Donc là, il faudra peut-être que je passe dans les autres. Mais c'est parce que j'ai demandé également une détection extrêmement précise. Habituellement, on peut rester sur une détection qui est dite plus moyenne. Et ça va être suffisant. D'ailleurs, si je fais le test ici et que je lui fais faire une détection moyenne, bon, il en a trouvé qu'il lui en manquait 54. Mais donc voilà, vous voyez qu'on a une gestion un peu plus avancée des supports dans cette version-là, avec le détecteur d'îlots qui est repris de Shi2Box Pro. Bon, ici, encore une fois, c'est pour vous montrer vite fait, hein, mais c'est quand même pratique de se dire qu'on fait un auto-support et qu'après, on peut encore avoir une vue et un contrôle sur les points qui manqueraient, pour lesquels il manquerait peut-être d'un support. Alors il faut juste par contre, là je vois que c'est pas très pratique parce qu'il nous met le raft dans le chemin et on voit pas trop où on est. Donc bon, voilà, ça reste encore perfectible. Autre petit point dans les supports, on voit ici qu'on a le menu paramètres avancés et qu'on peut avoir une gestion plus précise des supports avec les formes, les orientations et tout ça. C'est très bien de pouvoir le faire, mais si vous faites simplement les supports complètement automatiques comme ça, sans bouger à ça, vous avez déjà un résultat qui est correct. Le souci, c'est qu'il sera peut-être un peu trop correct et que vous aurez quelques difficultés à retirer ça de votre impression, que ça laissera un petit peu trop de dégâts sur l'impression. Alors, depuis tout à l'heure, je vous fais la présentation en anglais et je vois en fait... ici dans le petit menu hamburger, on a la langue par exemple en français et on peut changer à la volée sans avoir besoin de redémarrer le logiciel, donc c'est bien. Enfin voilà, a priori on change pas de langue 15 000 fois, hein, mais bon, hein. Moi par exemple ça m'arrive, je peux l'utiliser en français parce que voilà, par fainéance c'est plus facile. Et puis me rendre compte que la traduction de certains trucs en français c'est un peu moyen et que je suis pas certain de comprendre ce qu'il essaye de me dire et donc vouloir repasser en anglais pour comprendre ce qu'il veut me dire, hein. Par exemple si là on prenait alliance de la résine, ouais ok, paramètres de tranche, bon voilà, hein, je suis pas certain qu'on ait du français qui soit entièrement correct, mais au niveau disposition auto, au niveau ici des choses, déplacer, rotation, zoom. Alors zoom c'est plutôt échelle, hein, mais en tout cas voilà, on a une interface en français, c'est pas mal. Vous voyez ici sauvegarder le mandat, bon la traduction est encore perfectible. Et voilà, c'était ma vidéo de découverte de cette nouvelle version de Shi2Box 2.0.
J'espère que cette découverte vous apportera quand même quelque chose, qu'elle vous donnera peut-être envie de l'utiliser, vous aura expliqué l'une ou l'autre chose malgré tout, hein, puisque je n'arrive pas à m'empêcher d'être un petit peu dans l'explication en général. Alors c'est absolument pas complet et exhaustif hein, ce que je viens de faire, mais au moins comme ça vous avez une base pour prendre en main le logiciel et découvrir cette nouvelle version. Alors si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, like, commentaire, etc. etc. et je vous dis à la prochaine.